Bonjour et bienvenue dans le numéro 58 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale depuis le Périgord libre ou ce qu'il en reste. 4 millions d'enfants mineurs sur 14,2 millions, soit un peu plus d'un tiers, ont leurs parents séparés. 76% des enfants de parents séparés vivent chez leur mère et un enfant sur 4 de parents séparés, soit 1 million, n'a plus de relation avec son père. Bienvenue en France en 2021, c'est Jaf ta mère aujourd'hui. RLP. Radio libre en Périgord. Jaf ta mère. Aujourd'hui, nous aurons un entretien exclusif et passionnant avec le docteur Prado, qui est le responsable du service pédiatrie de l'hôpital de Périgueux depuis plus de 20 ans. Nous regarderons avec lui ce qu'il constate depuis sa position d'hospitalier sur les conséquences des séparations et des conflits familiaux sur les enfants et la petite enfance. Nous parlerons des troubles d'attachement et surtout de la problématique de l'un des deux parents qui peut aller vagabonder avec l'enfant qui constate et qui s'attache, avec des ruptures à répétition, et la problématique que cela peut créer dans sa construction interne, et éventuellement comment essayer de l'enrayer. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais auparavant, Thierry Lavergne va nous expliquer quand il est important ou non de consulter, de faire consulter son enfant en pédopsychiatrie. Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste, donc exerçant en service public et en libéral, et accessoirement ex-responsable du Rotary à Aix-en-Provence. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Thierry Lavergne sur RLP pour notre rubrique pédopsychiatrie et psychanalyse de l'enfance. Monsieur Lavergne avec nous aujourd'hui. Comment sait-on que son enfant va mal et a besoin d'un soutien psychologique? À quel moment on ne peut plus faire tout seul et il faut aller voir un spécialiste? Quels sont les signaux et comment le sait-on? Bonjour d'abord à tout le monde. C'est une question, très vaste, à laquelle je vais essayer de répondre simplement en disant que on ne le sait pas. On ne le sait pas. Voilà. On le ressent. On le ressent. Et un des moyens de le ressentir, c'est peut-être lorsqu'on a l'impression que l'enfant est étranger à soi, ou que l'enfant dit ou fait des choses qu'on ne comprend pas et qu'on a du mal à échanger avec lui. Ou bien que le lien de cet enfant avec les autres enfants n'est pas facile à comprendre, est étrange. Ou, d'une manière générale, en fait, j'insiste, on ne le sait pas, c'est pas une question de savoir, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de ressenti. C'est pas un enfant qui commence à mentir, on retrouve des dessins un peu bizarres, très glauques, cachés, qui veut pas montrer, il commence à avoir des comportements violents, les notes s'écroulent, c'est pas ce genre de choses? Là, on est dans la caricature. Là, je dirais qu'il faut consulter d'urgence. D'accord. Voilà. Bon. Oui, bien sûr. Mais on peut aussi se permettre de consulter quand on sent que le lien avec l'enfant commence à être perturbé. Voilà. Parce qu'un enfant qui ment, c'est un enfant qui ne peut pas dire la vérité, tout simplement. Et il ne peut pas dire la vérité parce qu'il n'a pas confiance dans la personne à qui il parle. Et avant, il y a quand même eu des essais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, il y a quand même eu une perte du lien de confiance entre l'enfant et les adultes qui l'entourent. Donc, je crois que vraiment, c'est pas des choses qu'on sait qui induisent la consultation, c'est des choses qu'on ressent. On ressent que le lien avec cet enfant est un lien particulier
Et ça vaut aussi pour les professionnels. C'est-à-dire que, par exemple, les enseignants, quand ils rencontrent les enfants, ils ont beaucoup d'enfants, dans une classe, trop d'enfants d'ailleurs dans les petites classes, c'est pas bien. Il devrait y avoir moins d'enfants dans les petites classes, mais c'est comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, ça rend difficile pour l'enseignant d'avoir un lien individualisé avec chacun de ses enfants. Mais la plupart du temps, ils y arrivent quand même, grosso modo. Et il y a des enfants où justement l'enseignant va avoir du mal à comprendre ce qui se passe pour l'enfant, va avoir du mal à comprendre l'enfant, à faire du lien avec lui. Et là aussi, eh bien, si l'enseignant s'en sent le courage, c'est le genre de choses qu'il peut discuter avec les parents, dire j'ai un peu du mal à rentrer en lien avec cet enfant, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça se passe avec vous, de quoi vous parlez, etc. Et peut-être suggérer qu'il y ait une consultation. Il y a d'autres symptômes que ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, qui justifient la consultation rapide. C'est tous les symptômes de l'anxiété, les enfants qui sont anxieux, qui ont mal au ventre, qui dorment mal, qui se réveillent la nuit ou qui veulent pas s'endormir, etc. Enfin, bien entendu, il y a toute une kyrielle de symptômes qui peuvent alerter les parents et faire en sorte que la consultation se fasse. Après, une chose toute simple à dire, c'est que beaucoup de pédopsychiatres font des consultations thérapeutiques. C'est-à-dire qu'une consultation peut quelquefois suffire à résoudre la question que les parents se posent. Et s'il faut, ce sera 2 ou 3 consultations. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut emmener l'enfant en consultation une fois par semaine pour une psychothérapie pour tel ou tel symptôme. J'explique simplement que lorsqu'il y a une perte du lien, eh bien, il vaut mieux effectivement consulter, et que cette consultation peut être unique, il peut y en avoir 2 ou 3, et c'est ce qu'on appelle des consultations thérapeutiques qui ont souvent beaucoup d'effets et qui permettent que le lien se retrouve et que l'enfant reprenne sa place d'enfant. Voilà, et nous allons rappeler que le pédopsychiatre, le psychologue psychanalyste n'est pas pour les fous, qu'il faut l'envisager, le considérer comme une opération bien-être, en fait, qu'il n'y a absolument aucun problème de temps en temps à aller voir une personne tierce pour que son enfant aille mieux, que ce n'est pas culpabilisant ni honteux. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Culpabilisant et honteux. Vous avez raison d'utiliser ces mots-là parce que c'est quelquefois malheureusement ce qui circule, oui. Parce que c'est difficile de reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer, mais... Oui, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas que pour les cas graves, ce n'est pas que pour les cas graves, c'est aussi pour le bien-être de l'enfant. Absolument. Et puis pour éviter justement que les choses s'aggravent. Absolument, voilà. Anticiper la difficulté. Ouais. C'est de la médecine douce pour éviter que les choses s'aggravent. Tout à fait. Oui. Très bien, merci. À bientôt. À bientôt. Stand and deliver. You've let them put the fear on you. Stand and deliver. Not a word you heard was true. And if there's nothing you can say, there may be nothing you can do. RLPS 102.3 aujourd'hui avec le docteur Laurent Prado, chef du service pédiatrique de l'hôpital de Périgueux. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, responsable d'un service pédiatrique, cela signifie en fait quel type de formation ? Moi je suis pédiatre, j'ai fait mon internat, après j'étais chef de clinique, et après donc je suis venu sur Périgueux. Et après, on se surspécialise via des DU ou aussi via la pratique, des formations. Des FMC, des PC, voilà. Ce genre de choses. Donc on se forme comme ça. Et après, avec le temps, et puis moi ça fait longtemps maintenant que je fais de la pédiatrie, donc avant j'étais plutôt sur des soins aigus, on va dire, de travail en salle de naissance, sur les bébés qui vont pas bien, en néonat. Et puis avec le temps, les équipes changent et évoluent. Et moi, je m'intéresse beaucoup, donc je me suis formé aussi aux enfants donc les fameux TDAH, les enfants qui sont hyperactifs. Et par ce biais-là, je rencontre beaucoup d'histoires de famille et d'enfants qui vont plus ou moins bien. D'accord. Et vous avez l'intérêt personnel pour la psychologie de l'enfance Alors nous, on travaille bien avec nos pédopsychiatres de l'hôpital et on a dans le service 4 lits qui sont réservés aux adolescents,
ou aux enfants ayant des problèmes psychologiques au sens large. Vous êtes donc responsable du service pédiatrie depuis combien de temps? Alors ça fait 20 ans en fait. D'accord. 20 ans que je suis responsable du service. Donc je suppose que vous avez vous aussi une vision sur la famille française, sur l'évolution de la famille française et quelles sont vos impressions justement? Est-ce que la famille d'aujourd'hui est la même que celle d'il y a 20 ans? Alors, sans doute pas. Il y a eu 20 ans, c'est à la fois long et à la fois assez court. Il y a eu des évolutions, certes. C'est vrai que ce que l'on constate, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de séparations parentales, que ces séparations parentales ont un impact, les familles recomposées, que parfois c'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour la famille de se retrouver au sein de cette nouvelle donne. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'impact de cette famille qui se recompose beaucoup en France au XXIe siècle sur la petite enfance? C'est-à-dire que les enfants, ils ont besoin de sécurité. Il y a le modèle du couple, le papa, la maman, et c'est tout à fait normal. Et ça, c'est sécurisant pour les enfants. Ils s'appuient sur cette sécurité pour après évoluer et grandir et être dans une relation de confiance avec les autres. S'il y a une rupture familiale et affective précoce, très précoce, avant l'âge de 3 ans et sans doute un peu après, mais ça peut avoir quelque chose de très déstabilisant. Donc en fait, effectivement, la vie est ce qu'elle est et il y a des séparations, mais il faut essayer de maintenir quand même cette relation de confiance avec l'enfant, qui se sente quand même protégé par les adultes et pas promené dans des positions insécures d'un parent vers l'autre. Je crois que c'est quand même assez difficile et ce qui évolue beaucoup, c'est que nous, on a beaucoup plus quand même, ça on peut le dire, c'est 3 ou 4 fois plus d'hospitalisations d'adolescents qui ne vont pas bien et souvent dans le profil de ces adolescents, et des enfants qui sont pas donc ce qu'on appelle sécures, qui ont ces troubles de l'attachement, ou l'attachement à la famille, au couple, aux parents, et d'une qualité moyenne, ce qui est déstabilisant. D'accord. Do you wanna be a free man? Or do you wanna be a slave? Do you wanna be a free man? Or do you wanna be a slave? Do you wanna wear these chains until you're lying in the grave? I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. I just wanna do my job, playing the blues for my friends. Donc vous me disiez que l'investissement des parents durant la petite enfance et durant la gestation, en fait, était assez important, mais que vous constatiez énormément de séparation dans les premiers mois. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a parfois un surinvestissement de la grossesse, ou un investissement on va dire de bonne qualité, ou surinvestissement peut-être, effectivement, avec le couple, et puis que la naissance, les premiers mois ou jours de la naissance, il y a ce surinvestissement, et que souvent après, j'ai pas de chiffres comme ça, mais quand il y a une rupture qui intervient précocement, ça c'est un constat quand même, les séparations apparaissent plus précocement, vraiment souvent avant 3 ans, mais ça, je pense que ça c'est déstabilisant pour l'enfant, parce qu'il y a une sorte de surinvestissement d'un côté, et puis tout d'un coup une rupture, ça enlève de la continuité, et les enfants doivent se restabiliser avec ça. Ils y arrivent parce qu'ils ont plein de ressources, mais des fois ça fait quelques dégâts. Est-ce que vous avez constaté une évolution de l'investissement des papas et des pères depuis 20 ans dans votre service? Alors, globalement, oui, les papas sont quand même plus présents. Les papas, ils essayent et ils le font d'ailleurs, de s'investir. Parfois, c'est eux qui prennent des congés parentaux prolongés. La maman travaille, c'est le papa qui va gérer à la maison les enfants, qui va gérer parfois l'école quand ils sont plus grands. Et de ce point de vue-là, ça se passe bien. C'est vrai que le modèle parental a évolué de ce sens-là, et globalement, ça, c'est positif. Magna Carta, Bill of Rights, the Constitution, what's it worth? You know they're gonna grind us down until it really hurts.
Is this a sovereign nation or just a police state? You better look out, people, before it gets too late. Alors vous me disiez que effectivement les enfants des familles recomposées ou monoparentales étaient plus hospitalisés dans la préadolescence et l'adolescence. Est-ce que vous avez constaté la même chose pour les enfants en résidence alternée? Alors, bon, je ne sais pas s'ils sont plus hospitalisés, mais dans la population que l'on a, pas toujours, on a quand même souvent des positions de rupture parentale qui peuvent être des problèmes de couple, des problèmes sociaux, enfin, plein de choses. Après, sur les familles recomposées, c'est ça la question. Oui. Tout dépend. Si la famille est recomposée et stable, et que les choses se passent bien entre les parents de l'enfant, c'est la stabilité. S'il n'y a pas de conflit, s'il y a quand même une harmonie dans la répartition des tâches, et c'est plutôt une bonne chose. Après, sur la garde alternée, moi, ce que je pense toujours, c'est que moi, en tant qu'adulte, j'aimerais pas changer de maison toutes les semaines. Et donc, c'est ce que je dis, et que c'est quelque chose qu'on impose aux enfants, et que c'est pas toujours facile. Mais quand on pose la question aux enfants, et ce qu'il faut faire quand ils sont un peu grands, c'est, ils y trouvent quand même, certains y trouvent leur compte. Mais des fois, ça peut être difficile. Il faut faire attention. Il y a des enfants qui font beaucoup de routes, par exemple, tous les week-ends, c'est fatigant. Enfin, on s'imposerait pas ça à nous. Donc, il faut faire attention et protéger. Non, la résidence alternée n'est pas accordée si l'éloignement des parents est trop conséquent. Il faut qu'il y ait moins de 10 à 15 km suivant les conventions. D'accord. Et cela permet surtout aujourd'hui d'éviter qu'un des deux parents disparaisse. Oui, bien sûr. De faire que l'enfant n'est plus un enjeu. Donc je dis ça parce qu'on a constaté que les résultats scolaires des enfants en résidence alternée étaient au moins aussi bons, si ce n'est meilleurs, que ceux des enfants des familles non divorcées, alors que les enfants des familles monoparentales ou des parents ou des enfants avec des gardes classiques avaient beaucoup plus de problèmes scolaires, redoublaient plus, etc. D'accord, je savais pas. Mais il faut faire attention donc à préserver après une stabilité, Bien sûr. Et une stabilité dans le temps. Ce que nous, on aspire tous comme adultes, et les enfants aspirent à ça aussi. Oui, il y a vraiment un intérêt à promouvoir la conciliation et à donner un environnement stable et pacifique et pacifié à l'enfant. D'ailleurs, forcément, il doit y avoir des débordements, et vous, ici, où vous êtes confronté à la population, vous avez dû forcément être confronté à des parents qui ne s'entendaient pas. Malheureusement, je dis pour le malheur de tous, ça a dû forcément arriver. Comment réagit l'hôpital dans ces cas-là? Alors, nous, comment on réagit? Eh bien, on réagit comme vous, quand vous avez des personnes qui doivent absolument s'entendre sur un intérêt commun et qui n'arrivent pas à s'entendre. Vous essayez. Alors, notre rôle, nous, en tout cas, en tant que médecins, c'est pas de faire de la conciliation. Par contre, on a des équipes de centres médico-psychologiques d'adolescents, avec des pédopsychiatres, avec des psychologues. Et c'est un peu leur travail, quand les enfants sont hospitalisés et que manifestement il y a un conflit, c'est d'essayer de se retrouver quand même ensemble avec les parents pour que chacun prenne sa charge et comprenne comment les choses pourraient peut-être aller mieux si on arrive à s'entendre. C'est s'entendre autour d'un intérêt commun. Mais des fois c'est compliqué, il y a beaucoup d'antériorité, il y a beaucoup de souffrance chez les personnes. Donc tout ça, c'est parfois un long chemin. C'est parce qu'on veut s'entendre qu'on y arrive. D'accord. Vous n'avez pas eu de situation extrême, de parents qui venaient voir leurs enfants alors qu'ils n'en avaient pas le droit,
de gens qui se disputent dans les couloirs? Vous n'avez pas eu de choses comme ça? Ça a pu arriver, bien sûr, notamment par exemple un des parents qui n'a pas l'autorité parentale ou qui n'a pas le droit de visite, qui apprend par son enfant des fois, qui envoie un SMS que l'enfant est hospitalisé. Les situations dont je me souviens, on les a gérées, on a laissé quand même un temps de rencontre, et puis on a demandé aux parents de partir, parce que ça ne nous appartient pas, c'était une décision de justice, et donc à ce moment-là, on n'est pas non plus dans la répression, et on essaie qu'il n'y ait pas d'esclandre, et on essaie que ça se passe bien. Et ce ne sont pas des situations qui sont communes, je veux dire, même si on a des taux de divorce qui sont à 60-70%, vous n'êtes pas confrontés en première ligne quand même, vous, pour ce genre de choses. Quand les enfants sont touchés, forcément les parents veulent venir voir ce qui se passe. Vous n'avez pas été confrontés à trop de soucis non plus. Non, on n'est pas confronté à trop de soucis. Voilà, la difficulté pour les équipes de pédopsychiatrie parfois, c'est de faire adhérer les parents à la problématique, au projet thérapeutique de l'enfant, l'alliance thérapeutique. Il faut arriver à faire tout ça. C'est un travail, mais c'est globalement, je dirais qu'il n'y a pas eu de zone de grand conflit, quoi. D'accord. You wanna be your own driver or keep on flogging a dead horse? You wanna be your own driver or keep on flogging a dead horse? Do you wanna make it better or do you wanna make it worse? Alors vous me disiez, vous, que la recomposition des parents qui vagabondent et qui changent de partenaire régulièrement, souvent, peut poser des problèmes à l'adolescence auprès de l'enfant. Ce que je me dis, moi, c'est que les enfants, ils ont plein de ressources et qu'ils peuvent tolérer une rupture dans la mesure où elle n'est pas conflictuelle, que les choses sont équilibrées, qu'ils voient régulièrement les deux parents, et puis qu'il peut y avoir donc une recomposition, que les enfants vont réinvestir sur les adultes, ce qu'ils font en général bien. Mais si au bout de 4-5 ans, il y a une nouvelle rupture, c'est comme pour, encore une fois, un adulte. Absorber toutes ces ruptures, avec le temps, ça fait beaucoup, et on peut pas réinvestir une troisième personne, une quatrième personne. Ça serait un peu illusoire de penser qu'on puisse comme ça, affectivement, être pleinement investi sur une personne qui changerait tous les 4-5 ans, sur un adulte. Donc je pense que ça aussi, pour certains enfants, quand il y a eu quand même, encore une fois, la vie n'est pas toujours facile, mais des ruptures et des réinvestissements sur des personnes adultes, c'est plus compliqué. Alors, comment fait-on lorsqu'on a un enfant et que l'autre partenaire, par exemple, vagabonde un peu régulièrement? Comment est-ce qu'on dit à son enfant qu'il faut se protéger? Comment peut-on faire lorsqu'on est l'autre acteur, l'autre parent? Mais ça, c'est compliqué parce que il faut éviter les jugements négatifs, Ouais. Donc il faut dire que c'est comme ça, que on n'a pas, moi j'ai pas d'explication vraiment. Il faut essayer de dire que les choses sont ainsi faites, que c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'il y a quand même du respect et que éventuellement le parent qui vagabonde un peu, il aime quand même son enfant. Il faut essayer de pas dévaloriser quand même. Oui, la peur de l'enfant peut être que si jamais on a aimé très fort une personne et qu'on s'en sépare, peut-être qu'après, par rapport à l'enfant lui-même, il peut avoir peur qu'on se sépare de lui. Ah oui, ça c'est la base du trouble de l'attachement, c'est-à-dire qu'effectivement, les enfants, vous savez, ça, c'est l'angoisse séparation à 9 mois en fait. On a peur de perdre l'image référente de son bien-être en fait, qui est le papa et la maman. Et ça, c'est réactivé lors des ruptures sentimentales, sans doute, et des ruptures affectives. Et c'est de ça dont il faut faire attention. D'accord. Stand and deliver. You let them put the fear on you. Sold down the river, but not a word of it was true. If there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Dernière question, docteur. On est souvent interrogé sur la problématique des familles homoparentales. Est-ce que vous, ici à Périgueux, vous avez été confronté à des enfants issus de couples homosexuels? Oui. Oui. Vous commencez à en voir arriver dans le service, oui. Ou ça a toujours été Enfin, c'est mieux affiché, donc, mais oui. Et globalement, pour le coup, c'est pas de valeur statistique ni de recul, mais ceux que je connais, ça se passe globalement, ça se passe bien. Il n'y a
n'y a pas de souci particulier. D'accord, donc vous voyez arriver des enfants de couples homoparentaux, ces enfants vont bien, Oui. et vous n'avez pas noté le problème des situations conflictuelles chez ces couples-là, qui sont traditionnellement plus compliqués que dans les familles normales, parce qu'ils ont des problèmes de reconnaissance de droits. Vous, par contre, vous n'avez pas constaté de choses. Nous, on n'a pas vu ça. Alors, je dirais D'accord. qu'on n'en a pas, on les a peut-être pas mis en évidence, mais sur ceux que moi je connais et que je suis à peu près régulièrement, j'ai pas plus de soucis que dans d'autres. D'accord, ok. Donc la famille évolue, plus de recomposition, une arrivée aussi d'une proportion d'enfants de couples homoparentaux, et la vie qui continue, et nous prenons donc... Et bien sûr, et toujours travailler, bien sûr, l'absence de conflit, la bienveillance, et je pense que les enfants ont beaucoup de ressources pour s'adapter à tout, dans la mesure où il n'y a pas, bien sûr, d'agressivité, de cris, de heurts dont ils sont témoins, et bien sûr, stressés avec ça et pas bien. D'accord. Merci docteur, merci beaucoup, bonne journée à vous, merci. Merci, au revoir. Stand and deliver. Stand and deliver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas la page Facebook de l'association. Vous écrivez Association Équité Parentale et vous arrivez sur le groupe national, sachant qu'il y a une page Facebook pour chaque département français. Le site internet équitéparentale.com. La semaine prochaine, dans les émissions 59 et 60, donc en 2 parties, nous aurons Véronique Gentreyer, directrice de l'association Planète Enfants et Développement, qui intervient beaucoup dans les familles et la petite enfance en Asie du Sud-Est et en Afrique. Nous aurons donc une longue conversation pour regarder si les problématiques familiales sont les mêmes partout sur la planète et dans les diverses cultures. Ce sera, je vous l'assure, extrêmement intéressant sur beaucoup de points de vue. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Determined for a master.